Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des obligations vertes. Alors, comme vous le savez, les obligations vertes constituent un levier important pour le financement de la transition écologique. Elles permettent aux entreprises et aux entités publiques de financer leurs projets environnementaux et plus particulièrement les investissements en infrastructure. Donc, les enjeux conférés sont parfaitement alignés avec la philosophie d'investissement responsable recherchée par Crédit Mutuel Asset Management. Il est donc naturel d'avoir créé le fonds CMAM Green Bonds. Ce fonds a été lancé en juin 2017. Il a donc bientôt 4 ans d'historique et ses encours sont actuellement de l'ordre de 36 millions. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Alain Mignot, même si nous ne sommes pas physiquement au même endroit, Alain est avec nous. Donc Alain Mignot, c'est le gérant du fonds depuis sa création. Alain a commencé sa carrière en tant que gérant tôt, il y a 25 ans. Il va vous présenter sa philosophie de gestion et son processus d'investissement. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la zone Q&R, questions et réponses, que vous trouverez certainement en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de présentation. Voilà, nous prendrons un moment pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas, quand elles vous viennent, poser vos questions. Écoutez, bonne présentation. Alain, nous t'écoutons. Merci William, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de présenter CMAM Green Bond, effectivement, qui est un compartiment de notre... Alain, avec le micro un peu plus haut si c'est possible, ça sera parfait. Merci. Voilà, vous m'entendez mieux probablement comme ça. Merci de me donner l'occasion de parler, de présenter CMAM Green Bond, qui est un compartiment de notre fonds. Dont l'objectif est de créer, de proposer un investissement en faveur de la transition énergétique et écologique. Comme tu le disais, William, le fonds a été créé en 2017. On peut tout de suite évoquer l'ADN du fonds, qui est le même qu'à l'origine. Nous avons souhaité créer un fonds le plus pur possible. Donc qui soit investi en permanence à minima à hauteur de 85% en obligations vertes. On essaiera de définir ce que nous considérons comme une obligation verte et comment on l'analyse. Nous avons pour cela créé un processus extra-financier qui vient compléter l'analyse obligataire classique. Le fonds est géré au sein de l'équipe de gestion de taux, comme l'ensemble des fonds des gammes de Crédit Mutuel Asset Management, avec ce complément d'analyse extra-financière que je vais développer. Les objets des financements qui sont proposés dans le fonds doivent être en rapport avec le guide des meilleures pratiques. Je reviendrai sur les Green Bond Principles qui guident vraiment notre analyse. Et puis nous considérons là aussi que notre fonds a vocation à être mondial, à être généraliste et donc à s'attaquer à l'ensemble des thématiques du financement vert, d'infrastructures vertes, comme le signalait William. Rapidement, regardons les principales initiatives de place auxquelles Crédit Mutuel Asset Management participe. Je ne vais pas détailler l'ensemble parce que d'abord ça prendrait un petit peu trop de temps. Néanmoins, il y a quelques éléments qu'il est important de signaler. D'abord que chez Crédit Mutuel Asset Management, la finance responsable, ça a commencé en 2004, même si nous étions à l'époque relativement discrets. Nous sommes rentrés au travers du Forum pour l'investissement responsable dans la finance responsable. Il y a quelques dates importantes à signaler en ce qui concerne le fonds, évidemment 2015, puisque 2015 c'est l'année des accords de Paris qu'ont signé les entités du groupe Crédit Mutuel. C'est également l'année où nous avons signé les Green Bond Principles, qui sont issus d'une association de marché qui s'appelle l'ICMA, qui a créé cette grille d'analyse des Green Bonds qui nous permettent de donner un cadre général à l'analyse et de savoir ce que l'on fait. Nous avons, comme le rappelait William, créé le fonds Green Bond en 2017 et depuis, nous avons conservé le label Greenfin. Donc depuis octobre 2017, nous avons le label qui s'appelait à l'époque TEC, une transition énergétique et écologique pour le climat. Aujourd'hui, il s'appelle Greenfin et chaque année, nous redemandons ce label. Nous sommes audités par Novetic qui nous accorde ce label. Voilà pour les grandes dates
en tout cas les plus importantes pour notre fonds, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre d'initiatives auxquelles nous participons. Nous sommes régulièrement présents sur des initiatives de place. L'ensemble de la finance responsable, la finance verte, pour nous, représente un écosystème vertueux. Et par là, j'entends que nous sommes à la fois confrontés à des éléments réglementaires qui nous poussent à aller vers plus de vert dans les portefeuilles, mais également un environnement incitatif par nos clients qui nous demandent des fonds, et par tout un ensemble de règles, de normes qui peu à peu s'établissent et se forment et deviennent pour nous des passages obligés, des méthodes de travail. Nous, au milieu société de gestion, entre nos clients investisseurs, institutionnels ou pas d'ailleurs, et les émetteurs, les sociétés en qui nous avons confiance et sur qui nous investissons, nous avons tous un certain nombre de règles à respecter, nous avons tous un certain nombre d'incitations à faire de la finance verte, que ce soit au travers de reporting obligatoire, article 173 ou son remplaçant à l'article 29 de la loi climat, par exemple, le reporting de performance extra-financière des émetteurs, les scores ESG qui sont véritablement devenus une norme aujourd'hui, dès lors que l'on parle de finances responsables et durable. Donc tout ça forme un ensemble cohérent, certes un peu difficile à comprendre et un peu difficile à suivre parce que ça va très très vite, les règles changent très vite, particulièrement en ce moment, mais c'est quelque chose qui est pour nous encore une fois un écosystème vertueux vers plus de finances responsables. Notre fonds s'inscrit dans cet ensemble. Notre fonds est un fonds d'obligation verte. Définir ce qu'est une obligation verte, parce qu'il n'y a pas véritablement de définition ferme. Il y a un standard d'obligation verte qui est en cours de définition à la Commission européenne, mais il était attendu pour décembre dernier et je crois qu'il n'est toujours pas officiellement publié. On pourrait le définir d'abord comme une obligation classique, avec les mêmes caractéristiques qu'une obligation normale, c'est-à-dire un émetteur, qu'il soit banque, entreprise, du secteur non financier, État, agence, une maturité, donc un remboursement connu à l'avance, un taux nominal, un taux coupon, et il n'y a pas de lien direct dans le contrat d'émission entre le financement et les projets à bénéfices environnementaux. Tout ça fait partie d'une description qui se passe à côté, dans un cadre général, un framework général d'émission, dans lequel l'émetteur va proposer d'investir sur un certain nombre de projets, dans un certain nombre de catégories comparables à ce qui se fait dans la taxonomie. Mais encore une fois, il n'y a aucun lien juridique entre les deux. C'est à l'investisseur de s'assurer que ce que l'émetteur promet va être réalisé. Et c'est pour cela qu'il y a besoin d'une analyse spécifique sur les projets en question, de manière à s'assurer que ce qui est promis est bien tenu. L'obligation verte est ce que nous appelons une obligation à utilisation des fonds, en anglais use of proceeds, dans lequel l'émetteur va dire voilà, j'ai l'intention de dédier le produit de l'émission à un certain nombre de projets spécifiques qui sont décrits dans ce document dont je faisais référence, le framework général d'émission. Généralement, l'émetteur respecte les Green Bond Principles dont je parlais tout à l'heure, et il va chercher à montrer, l'émetteur va chercher à montrer chaque année que ces projets amènent des bénéfices environnementaux. Notre analyse et notre process spécifique sur Green Bond consiste à vérifier que ce qui est déclaré par chaque société sur laquelle nous investissons est bien réalisé, correspond à la réalité. Rapidement, j'ai dit que nous avions un fonds le plus pur possible. Green Bond, des projets à bénéfices environnementaux. Social Bonds, des projets à bénéfices sociaux, et au milieu des obligations durables, Sustainability Bond, où on mélange un peu les deux. Nous nous situons très très clairement sur cette partie, sur les Green Bonds. Nous avons vocation à n'investir que sur des pures obligations vertes, des pures Green Bonds.
les 4 composants des Green Bond Principles qui sont vraiment devenus une règle d'investissement. Encore une fois, l'investissement des fonds sur des projets à bénéfices environnementaux, l'existence d'un process que l'émetteur doit décrire par avance, un process de sélection et d'évaluation de ces projets dans lequel voilà, il va décrire comment il fera rentrer chacun des projets, ces projets futurs, durant la vie de l'obligation, comment il fera rentrer chacun de ces projets, comment il va les évaluer. La gestion du produit de l'émission doit être ségrégée généralement dans un ou plusieurs comptes bancaires spécifiques, et ça permet de tracer l'ensemble des flux et de bien s'assurer que le produit de l'émission va sur les projets en question. Et enfin, le dernier élément qui est important, c'est le reporting. À minima annuellement, nous demandons à ce que chaque émetteur d'obligations vertes produise un reporting dans lequel il va décrire ces projets et surtout les bénéfices environnementaux qui sont attachés sous la forme d'une ou de plusieurs mesures quantitatives spécifiques, qui sont aujourd'hui de plus en plus normées. Donc vous voyez bien que nous avons besoin, par rapport à tous ces éléments, de regarder un peu la vérité des choses et de procéder à une analyse spécifique. C'est le cœur de notre process d'investissement. Je ne vais pas décrire ça davantage parce que j'ai une ou deux slides qui sont plus précises sur le sujet. Je voudrais auparavant vous parler de manière générale des obligations vertes, de sur quoi nous investissons. Le marché aujourd'hui des obligations vertes représente quelque chose comme 1150 milliards de dollars, donc c'est un marché qui commence à être mature, avec principalement 4 grandes catégories d'investissement. On fait évidemment beaucoup d'énergie non fossile, d'énergie renouvelable. On fait beaucoup de financement de bâtiments, et il y a des spécialités, hein, les banques nordiques sont très spécialisées dans les bâtiments verts, par exemple. On fait du transport en commun très souvent, mais pas seulement, du transport à faible consommation énergétique. On fait de l'eau, de l'assainissement d'eau, ça c'est une grande spécialité, par exemple, du marché américain des obligations vertes. Et puis on a d'autres catégories mais comme vous le voyez, qui sont beaucoup moins importantes en termes de poids. On a les déchets notamment, qui sont importantes. Chaque année, il y a quelque chose comme 200 milliards de dollars qui viennent s'ajouter à ce stock. Aujourd'hui, le stock, c'est un peu plus de 1150 dollars US. Si on regarde maintenant notre process, il y a des choses que je ne vais pas décrire là-dedans, c'est la partie qui vous est décrite en bas, qui est l'analyse financière, la construction du portefeuille, parce que comme je le disais tout à l'heure, ce que nous faisons sur le fonds CMA Green Bonds est tout à fait cohérent avec ce que nous faisons sur la gamme classique de gestion obligataire de Crédit Mutuel Asset Management. Nous avons la même analyse financière du contexte économique, d'analyse microéconomique des émetteurs, le calibrage du risque de crédit, du risque de taux, la construction du portefeuille. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de la même équipe et je dirais de la même manière. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la partie du haut. L'analyse extra-financière qui se fait avec une double compétence. Nous avons monté une équipe de finances responsables et durables, un pôle qui est constitué de spécialistes auxquels on a adjoint dès le départ du fonds, d'ailleurs depuis 2017, les compétences d'une équipe qui est logée chez Vigeo Eris, qui travaille, entre autres, mais qui travaille pour nous, dans l'analyse des obligations vertes et qui va procéder à la quantification des résultats attendus de l'obligation verte. Il y a un double prisme dans cette analyse. Le premier sur l'émetteur, évidemment, on va regarder le passé de l'émetteur auquel on s'intéresse, sa performance ESG, sa contribution à la transition environnementale, son risque de controverse en particulier sur tout ce qui est environnement. Et puis on va regarder les projets, les projets financés. Et ça, c'est une grille de lecture, vous allez le voir, qui est vraiment bâtie sur le modèle des Green Bond Principles. Et vous voyez qu'on va aboutir à une note. On va allouer 30% de la note sur l'émetteur à qui on a affaire et 70% le principal sur les projets. Tout ça fait une note sur une double échelle. On a une échelle marketing de 1 à 4 et une échelle plus fine, plus précise de 1 à 100 qui nous permet de nous dire au final cette obligation verte peut rentrer en portefeuille ou elle ne passe pas le cut pour telle ou telle raison.
Je crois que le mieux est de prendre un exemple d'une obligation verte et de voir comment nous pouvons l'analyser. Je ne sais pas si vous connaissez cet émetteur, TNET, qui est une agence néerlandaise dont l'objet est de transporter et distribuer de l'énergie. Alors on se situe, vous reconnaissez les Pays-Bas et l'Allemagne, la Ruhr qui se situe ici. Si on fait un petit zoom, TNET a pour objet de transporter de l'électricité produite dans des champs d'éoliennes qui se situent en mer du Nord, jusqu'à une usine à Dorpen, à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas, et ensuite de distribuer vers ces zones très densément peuplées l'énergie qui est produite. Alors, il s'agit d'énergie renouvelable, donc on a rempli un premier critère de rechercher. Par ailleurs, on a un petit souci, TNET a un petit souci, et pourquoi finance-t-on aussi cela par des obligations vertes? C'est que cette zone, s'appelle la mer des Wadden, les îles ici, qui montent jusqu'au Danemark, sont les îles des Wadden, et c'est une zone protégée depuis 2009 par l'UNESCO pour une biodiversité remarquable. Autrement dit, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le souci, c'est qu'évidemment, pour transporter cette énergie, on utilise des câbles de très haute technologie qui ont pas mal de chimie, et notamment des gaz qui, s'ils étaient perdus, pourraient être très très polluants dans une zone, encore une fois, à protéger. C'est le financement que nous accordons à TNET au travers de cette obligation verte, un financement très spécifique et vous le voyez, extrêmement technologique. Regardons maintenant la fiche marketing qui sort de notre analyse, de l'analyse qui est faite par notre pôle de finances responsable et durable et par notre prestataire Vigeo. Vous avez tout d'abord ici l'évaluation de l'émetteur sur la base d'un certain nombre de critères avec, vous le voyez, des évaluations qui ne sont pas ici normées. Il s'agit d'un rendu marketing, mais derrière, vous avez plein de quantitatifs qui vont nous permettre de dire que la performance est limitée, la performance est avancée, la performance est robuste, etc., etc., et qui vont aboutir à un score de 1 sur 4, un score de 90, si je lis bien, pour l'émetteur TNET. Tout ceci va représenter 30% de l'ensemble, et nous appliquons également un score sur l'émission. Ce score va porter sur 70% du total. Et là, nous allons avoir un prisme très Green Bond Principles où nous allons étudier l'utilisation des fonds, l'évaluation, la sélection ou des projets, la gestion du produit de l'émission, la qualité des reporting du projet ou des projets. Tout ça va aboutir à un autre score et la pondération de chacun de ces scores va donner une évaluation générale, encore une fois, sur une échelle de 1 à 4. Une évaluation ici qui ressort à 3,18, qui va nous permettre de dire que cette obligation peut rentrer en portefeuille dans notre fonds. J'ai une question pour toi, Alain. Juste peut-être si tu pouvais préciser qu'est-ce qui se passe lorsque tu constates une dégradation sur les critères financiers ou extra-financiers, toi, dans ta gestion, qu'est-ce que ça implique? Tout à fait. Alors, je vous ai décrit tout à l'heure la partie financière comme étant totalement calquée sur ce que nous faisons par ailleurs sur notre gamme non verte. Nous gérons la partie obligataire, la partie financière exactement de la même manière. Donc, dès lors que le fonds constate, que nous constatons dans le fonds qu'un émetteur passe en dessous d'une certaine contrainte de rating, par exemple, ou de ratio risque-rendement, nous prenons les mêmes décisions que sur notre gestion obligataire classique. Donc la partie financière est la même. La partie extra-financière, effectivement, il y a également un suivi qui est entre autres décrit ici, parce que ce que vous venez de voir sur l'analyse extra-financière qui est produite à l'origine, quand nous nous intéressons pour la première fois à l'obligation verte, nous le reproduisons régulièrement, une fois par mois. Nous remettons à jour nos bases, notre actualité et notre scoring quantitatif qui nous permet de dire nous pouvons conserver ou non cette obligation. Par ailleurs, nous avons un étage supplémentaire à cette fusée que nous appelons les controverses, un suivi de controverses qui est très régulier. Alors, on peut définir ce que c'est qu'une controverse, et je l'ai fait sur la slide. C'est un élément public et matériel qui affecte négativement un acteur économique.
On peut aussi voir la controverse comme un indicateur avancé du score ESG. Si la controverse est validée et effectivement porte à conséquences importantes, elle apportera obligatoirement, l'élément apportera obligatoirement une modification du score ESG à venir. Et nous avons une double vision des controverses. De la même manière qu'on évalue une obligation verte sur l'émetteur, sur les projets, on va regarder la controverse sur la société, on va regarder si elle concerne la société, on va regarder si elle concerne le projet. Évidemment, si elle concerne le projet, c'est plus grave. Nous avons des éléments de sortie. Par exemple, si nous avons trois niveaux, trois crans de controverse, le cran le plus bas, le score rouge, nous fait interdire la société en investissement, et ça c'est le cas quel que soit le fonds. Évidemment, c'est le cas sur le fonds de Green Bond. En ce qui concerne les projets, on a une petite matrice qui existe là. Nous allons examiner la controverse sous deux angles, gravité, réactivité. Dès lors que un projet vert financé dans une obligation verte se voit attribuer un niveau de gravité important, significatif ici, l'obligation ne peut pas rentrer en portefeuille ou ne peut plus rentrer en portefeuille, donc nous devons sortir l'obligation. Si le niveau de gravité est léger, nous allons examiner la réactivité de la société par rapport à ce sujet. Et si nous considérons que la société est peu réactive, voire évidemment absente, ne répond pas, nous sortons l'obligation. Les deux autres possibilités, avec une proactivité ou une réaction normale de l'émetteur, nous conservons l'obligation, mais elle est évidemment sous surveillance. Je dois dire que depuis 4 ans que nous gérons ce fonds, quasiment, nous n'avons pas eu sur aucun des projets, nous n'avons pas eu de controverses. Il y a des controverses sur les sociétés, évidemment, toute société en a. Rares sont les controverses rouges très graves. Des controverses sur les projets financés par une obligation verte, nous n'en avons pas eu. Si on regarde l'ensemble du fonds, c'est encore une fois, c'est un fonds obligataire, comme je le décrivais tout à l'heure, donc il aura un encours comme tous les fonds, il aura une sensibilité au risque de taux. Les projets financés, William le rappelait en tout début d'intervention, sont généralement des projets d'infrastructure, des projets assez lourds, donc des maturités généralement assez longues. La maturité moyenne, ça doit être 9-10 ans à peu près sur le marché des obligations vertes. La sensibilité de notre portefeuille est une sensibilité obligataire moyen-long terme de 6,5 aujourd'hui, avec une performance qui va suivre le marché obligataire, qui est depuis le début d'année légèrement négative, mais on a des performances assez différenciées selon le positionnement en sensibilité. Nous étions par exemple en tout début d'année, au moment où les taux 10 ans allemands sont passés de moins 0,60 à moins 0,20, on était en sensibilité beaucoup plus faible, vers 3,5-4. Donc nous avons beaucoup moins subi la remontée de hausse de taux que les indices, par exemple le Barclays MSCI, dont la performance relative, si on compare le moins 0,90, je crois qu'on est plutôt vers moins 3 au 30 avril par rapport à ce moins 0,90, mais effectivement la sensibilité est une sensibilité obligataire, donc le risque de hausse de taux est à considérer sur ce portefeuille, même si nous le pilotons de manière assez souple. Ce qui est intéressant également dans ce petit graphique, alors je suis désolé, il y a beaucoup d'informations, c'est la typologie de projets financés. Si vous vous souvenez de ce que je vous montrais tout à l'heure, nous avons vu que l'énergie, bâtiment et transport étaient les plus grandes catégories financées, et on va les retrouver dans notre fonds de manière très très logique. Le fonds est extrêmement représentatif de ce qu'est une obligation, de ce qu'est le marché des obligations vertes aujourd'hui en portefeuille. Juste un petit commentaire pour regretter qu'on a très peu de choses dans l'industrie, très peu de projets, de vrais projets industriels qui sont financés par les obligations vertes, mais je pense que cette année a changé bientôt. Nous demandons à chaque émetteur un certain nombre de choses, des rapports annuels sur les projets financés, au travers des Green Bond Principles d'une deuxième, une troisième opinion. Nous-mêmes, nous nous obligeons à fournir un certain nombre de rapports, un rapport extra-financier mensuel qui est produit donc évidemment chaque mois avec le reporting classique et de manière
annuelle une note de synthèse de la performance environnementale où nous allons essayer de calibrer les bénéfices environnementaux du portefeuille. Je vous ai parlé des controverses. Si on parle des bénéfices environnementaux, voici la métrique que nous avons choisie, considérant le fait que nous travaillons le bâtiment, l'énergie essentiellement. Nous avons choisi la mesure des émissions de gaz à effet de serre évitées par l'ensemble de nos projets et nous faisons une mesure scientifique qui est préparée par des spécialistes de ces émissions de gaz à effet de serre en tonnes de CO2 équivalent. Et ainsi, pour 2020, nous avons évité 13 000 tonnes de CO2, soit à peu près la consommation de 1164 Français. On considère à peu près 11 tonnes de CO2 par Français. Et ça, c'est une obligation du label Greenfin dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est également une volonté de publier ces bénéfices environnementaux et de montrer quels sont les apports de notre fonds en termes de performance, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi en termes de bénéfices environnementaux sur notre principale matière. Ce qu'il faut retenir, je pense que le fonds est un fonds de conviction. Nous croyons beaucoup à ce que nous faisons. Dans la sélection de nos projets, nous passons beaucoup de temps à sélectionner les projets, à parler avec les émetteurs, à lire ce qu'ils veulent faire, à comparer leurs projets. Donc ça, c'est un élément très très important de notre process. Une sélection assez drastique, une obligation verte sur 2 ne passe pas le cut que je vous ai montré tout à l'heure. Nous éliminons environ 50% des obligations. Et notre fonds est, à notre sens, une alternative à un placement obligataire classique, puisque peu ou prou, il donnera un rendement qui est assez proche d'un rendement obligataire moyen terme. Et la question qu'il faut se poser, qui est la réponse probablement triviale, est-ce qu'à rendement équivalent obligataire, équivalent dans un portefeuille diversifié, on doit faire de l'obligataire? Préfère-t-on faire du marron? Préfère-t-on faire du vert? Encore une fois, on aura des rendements équivalents. Je crois qu'on peut assez vite trouver la réponse. La réponse également se trouve dans le reporting régulier que nous produisons. Nous mesurons les bénéfices environnementaux et nous sommes très volontaires sur le fait d'afficher le plus possible ces chiffres. Voilà, vous avez tous les éléments que vous souhaitez complémentaires auprès de William. Je suis tout à fait disposé également à répondre à l'ensemble de vos questions si vous en avez. J'ai été un peu rapide parfois sur certains sujets, ne sachant pas quel degré de connaissance vous aviez des green bonds. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez maintenant ou plus tard d'ailleurs. Oui, mais merci Alain pour ta présentation. Effectivement, c'est vrai que c'est toujours compliqué de pouvoir donner énormément de détails en si peu de temps. Et je pense que pour l'instant, c'est très clair. En tout cas, je connais le fond. Maintenant, n'hésitez pas encore à poser vos questions dans la zone Q&A. Je vais commencer à poser la première question qui est arrivée. On nous demande si l'univers d'investissement est-il suffisamment large aujourd'hui pour pouvoir faire une véritable sélection d'émetteurs. Et cet univers tend-il à croître? Alors oui, il tend à croître, d'abord en taille, comme je le montrais tout à l'heure, en nombre d'émetteurs, je dirais aujourd'hui, mon dernier recensement, c'est quelque chose comme 1400, 1500 émetteurs différents d'obligations vertes. Et en termes de stock, je crois qu'il y a à peu près 7000, 8000, entre 7 et 8000 obligations vertes différentes sur beaucoup de devises. Alors il y a des devises qui sont vraiment très très loin devant. On émet beaucoup de dollars, beaucoup d'euros. Et on est beaucoup en Chine dans la devise locale. Voilà les 3 grands marchés. Mais on trouve des obligations vertes dans à peu près une quarantaine de devises aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui devient mainstream. Par ailleurs, on a vu particulièrement l'année dernière une grande diversification des émetteurs, quelles que soient les catégories d'ailleurs. Beaucoup de nouveaux émetteurs sont arrivés. Beaucoup d'États sont venus et qui n'avaient pas touché aux obligations vertes. Et l'obligation verte était un monde très bancaire au tout début. World Bank, par exemple, et la BEI étaient les premiers joueurs.
On a vu l'année dernière beaucoup de corporate, donc d'établissements non financiers venir sur le marché et donc une explosion du nombre d'émetteurs. Bon, je ne vous cacherai pas qu'il y a également une explosion de la demande. La BCE, dans son programme d'achat de titres, a acheté également du green bond. Donc il y a un peu une course au green bond, c'est évident. Mais il y a du côté de l'offre maintenant beaucoup de choses, beaucoup de diversification également, chose qu'on avait peut-être un petit peu moins il y a 4-5 ans. Ok, merci Alain. Je vois une autre question qui vient d'arriver, j'arrive pas à l'ouvrir en entier, si ça y est. Un instant. Ok. J'ai une question. Alors, on nous demande si à l'émission, le pricing d'une green bond est-il semblable à celui d'une obligation non verte pour une corpo, hein. Pour une corpo, ouais, Ouais. pour une corpo quasiment. C'est vrai on a vu arriver l'année dernière avec les émissions de l'État allemand, ce qu'on peut aujourd'hui appeler un premium, un petit écart de spread négatif hein, en défaveur du green bond. Et ça, c'est uniquement dû à l'offre-demande, hein, au ratio offre-demande. Il y a encore une fois une telle demande d'obligations vertes que sur les noms les plus recherchés, en particulier AAA, les investisseurs institutionnels obligés de faire du AAA et obligés de faire du green bond se sont jetés sur les premières émissions allemandes et c'est là où on a vu les premiers premiums. Grenium. Sur les émetteurs corporate, je dirais que comme sur le primaire, marché primaire non green, selon les périodes, bon, c'est moins le cas depuis le tout début d'année 2021, mais particulièrement l'année dernière, dès qu'une nouvelle émission arrivait, ça entraînait un peu le marché du crédit vers le bas uniquement par la demande. Je dirais qu'il n'y a pas tellement de différences et si ces différences existent, elles s'expliquent généralement par les tailles des obligations qui sont parfois différentes entre vert et non vert. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile de dire qu'on a une prime dans un sens comme dans l'autre. Et d'ailleurs, ça n'a pas vocation à changer. Moi, je souhaite qu'on conserve le même rendement, parce que ça voudrait dire que chaque émetteur, chaque société émet des obligations vertes et qu'elle rencontre son public qui, de plus en plus, souhaite transformer le mix de financement vers du financement de projets verts. Donc c'est difficile aujourd'hui de parler de premium de la même manière qu'il y a très peu d'études qui vont dans un sens ou dans l'autre, qui soient assez précises pour pouvoir dire que il y a une prime pour l'un ou pour l'autre investisseur ou émetteur à faire du vert. C'est assez difficile à examiner, même si ponctuellement on peut voir des tout petits décalages. Merci Alain. Une autre question, oui, on nous demande quelle sera la classification SFDR de ce fonds. Ah oui, bonne question, question d'actualité, parce qu'effectivement, nous sommes tous en train de travailler sur ce sujet extrêmement important et complexe. Le fonds sera classé, alors c'est une avant-première, hein, on ne peut pas officiellement le dire, l'écrire, parce qu'il y a des éléments juridiques qui rentrent en compte. Le fonds sera classé en article 9. Et en catégorie 1 AMF. Donc, et à ma connaissance, pour le moment, c'est le seul fonds de crédit mutuel AM qui a été positionné sur le plus haut du panier, le meilleur disant environnemental et durable. Donc voilà, article 9, catégorie 1. Merci Alain. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Encore quelques petites secondes si vous voulez poser une question, que vous êtes en train de la rédiger. Non, toujours pas. Ben, écoutez, je te remercie Alain beaucoup pour toutes ces informations. J'espère qu'elles ont été claires pour vous tous. Merci de votre attention. Si des questions vous viennent par la suite ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à demander, à contacter votre responsable commercial du côté de Crédit Mutuel Investment Managers.
Nous y répondrons et nous essayerons de vous accompagner pour que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin. Écoutez, merci encore à tous. Passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci, bonne journée.